Chapitre 11. Nous ne comptons plus les semaines. Lorsque je suis arrivé ici, c'était l'hiver, et quand les obus tombaient, les mottes de terre gelée étaient presque aussi dangereuses que les éclats. Maintenant, les arbres ont reverdi. Notre vie alterne entre le front et les baraquements. Nous y sommes déjà partiellement habitués. La guerre est une cause de mort, comme le cancer ou la tuberculose, comme la grippe et la dysenterie. À ceci près que les cas mortels sont plus fréquents, plus variés et plus cruels. Nos pensées sont comme de la glaise. Elles sont pétries par les jours changeants. Elles sont bonnes quand nous sommes au repos et funèbres quand nous nous trouvons sous le feu. Il y a des champs d'entonnoirs au dehors et au dedans de nous. Tout le monde ici est comme cela, et non pas seulement nous. Ce qui fut le passé n'existe plus, et en effet, nous ne nous en souvenons plus. Les différences créées par l'éducation et l'instruction sont presque effacées, et il est difficile de les reconnaître. Parfois, elles donnent des avantages pour tirer parti d'une situation, mais elles ont aussi des inconvénients, en suscitant des entraves qu'il faut d'abord surmonter. C'est comme si nous avions été jadis des pièces de monnaie de divers pays. On les a fait fondre et toutes ont maintenant le même coin. Si l'on veut reconnaître des différences, il faut examiner avec soin la matière première. Nous sommes des individus, et encore, ne le sommes-nous que d'une manière bizarre et comme honteuse. Il y a chez nous une grande fraternité qui réunit étrangement une lueur de la camaraderie, des chansons populaires, un peu du sentiment de solidarité des détenus et de l'attachement désespéré qu'ont entre eux des condamnés à mort. Tout cela nous place sur un plan de la vie où, au milieu du danger, nous surmontons l'angoisse et la détresse de la mort pour prendre vite possession des heures qu'il nous est encore donné de vivre. Cela d'une manière absolument dépourvue de pathétique. Si l'on voulait apprécier la chose, c'est une situation à la fois héroïque et banale. Mais qui s'en occupe? C'est dans cet état d'esprit que Tjaden, lorsqu'on annonce une attaque ennemie, avale avec une furieuse précipitation jusqu'à la dernière cuillerée sa soupe de pois au lard, parce qu'il ne sait pas si dans une heure il sera en vie. Nous avons longuement discuté sur le point de savoir s'il a raison ou non. Kat le blâme, parce qu'il dit qu'il faut compter avec l'éventualité d'un coup dans le ventre, lequel est plus dangereux lorsque l'estomac est plein que quand il est vide. Nous nous préoccupons de ce type de problème. Ils ont pour nous une importance sérieuse et il ne peut pas en être autrement. La vie ici, à la frontière de la mort, a une ligne d'une simplicité extraordinaire. Elle se limite au strict nécessaire, tout le reste est enveloppé d'un sommeil profond. C'est à la fois notre primitivité et notre salut. Si nous étions plus différenciés, il y a longtemps que nous serions devenus fous, que nous aurions déserté ou serions morts. C'est comme s'il s'agissait d'une expédition aux régions polaires. Toute manifestation de la vie ne doit servir qu'à maintenir l'existence et doit forcément s'orienter dans ce sens. Tout le reste est banni, parce que ce serait gaspiller de l'énergie. C'est le seul moyen de nous sauver. Parfois, je me vois en face de moi-même, comme devant un étranger, quand, dans des heures tranquilles, le miroir terni où je retrouve le reflet énigmatique du passé me révèle les contours de mon existence actuelle. Je m'étonne alors de voir comment cette activité indicible qu'on appelle la vie s'est adaptée même à cette forme. Toutes les autres manifestations sont enveloppées dans le sommeil de l'hiver. La vie est uniquement occupée à faire le guet sans trêve pour se garder des menaces de la mort. Elle a fait de nous des animaux pour nous donner cette arme qu'est l'instinct. Elle a émoussé notre sensibilité pour que nous ne défaillions pas devant les horreurs qui nous assailliraient si nous avions la conscience claire et nette. Elle a éveillé en nous le sens de la camaraderie afin que nous échappions aux abîmes de l'isolement. Elle nous a donné l'indifférence des sauvages afin que, en dépit de tout, nous puissions repérer toute valeur positive et la mettre en réserve contre l'assaut du néant. Ainsi,
Nous vivons une existence fermée et dure, toute en surface, et il est rare qu'un événement fasse jaillir du fond quelques étincelles. Mais alors, la flamme d'une aspiration lourde et terrible se fait jour en nous tout à coup. Ce sont les moments dangereux. Ils nous montrent que l'adaptation n'est après tout qu'artificielle, que cela n'est pas du véritable calme, mais une tension extrême vers le calme. Nous nous distinguons à peine des nègres de la brousse pour ce qui est des formes extérieures de la vie. Mais ceux-ci n'ont aucun mal à être toujours ainsi, parce que c'est leur naturel, et tout au plus peuvent-ils continuer de se développer par un effort de leurs facultés. Chez nous, au contraire, les forces intérieures ne tendent pas à un développement, mais à une régression. Ce qui, chez eux, est normal et va de soi, n'est obtenu chez nous que par l'effort et l'artifice. Et avec effroi, la nuit, lorsque nous nous éveillons au milieu d'un rêve, dominés par l'enchantement de visions qui affluent autour de nous et abandonnés à elles, nous nous rendons compte combien minces sont l'appui et la frontière qui nous séparent des ténèbres. Nous sommes de petites flammes, protégées tant bien que mal par de faibles parois contre la tempête de l'anéantissement et de la folie. Nous vacillons et parfois nous sombrons presque. Alors, la rumeur assourdie de la bataille devient un anneau qui nous enserre. Nous nous recroquevillons en nous-mêmes et nous regardons dans la nuit avec de grands yeux hagards. Nous ne sentons de réconfort que dans le souffle des camarades endormis, et c'est ainsi que nous attendons le matin. Chaque jour et chaque heure, chaque obus et chaque mort ronge un peu plus ce mince appui, et les années le liment rapidement. Je vois que peu à peu, déjà, il se brise autour de moi. Par exemple, cette malheureuse histoire de Detering. Il était un de ceux qui vivaient très repliés sur eux-mêmes. Sa malchance a été d'apercevoir dans un jardin un cerisier. Nous revenions des tranchées et ce cerisier nous est apparu d'une façon surprenante au point du jour, près de notre nouveau cantonnement, à un détour du chemin. Il n'avait pas de feuilles, mais on aurait dit un bouquet de fleurs blanches. Le soir, nous n'avons pas vu Detering. Finalement, il est arrivé en tenant dans sa main quelques branches du cerisier, toutes fleuries. Nous nous sommes moqués de lui, lui demandant s'il allait chercher une épousée. Il n'a rien répondu, mais s'est étendu sur sa couche. La nuit, je l'ai entendu remuer. Il paraissait faire des paquets. J'ai flairé un malheur et je suis allé le trouver. Il a fait comme si de rien n'était, et je lui ai dit « Pas de bêtises, hein, Detering ?»« Ah quoi? Je ne peux pas dormir, c'est tout. »« Pourquoi es-tu allé chercher ces branches de cerisier ?»« Je peux bien aller chercher des branches de cerisier, » répond-il buté. Au bout d'un instant, il ajoute « Chez moi, j'ai un grand verger avec des cerisiers. Lorsqu'ils sont en fleurs, vu du grenier à foin, cela a l'air d'un grand drap de lit, tellement c'est blanc. C'est maintenant la saison. Il y aura peut-être bientôt des permissions. Il peut se faire aussi que toi, étant cultivateur, tu sois mis en sursis. » Il acquiesce de la tête, mais son esprit est ailleurs. Lorsque ces paysans sont animés par un sentiment profond, ils ont un air étrange, à la fois avachi et mystique, à demi stupide et à demi émouvant. Pour le tirer de ses pensées, je lui demande un morceau de pain. Il me le donne sans difficulté. C'est suspect. D'habitude, il est avare. Aussi je reste éveillé. Rien ne se passe. Le lendemain matin, Detering est comme de coutume. Il a vu probablement que je le surveillais. Cependant, le surlendemain, il n'est plus là. Je m'en aperçois, mais je ne dis rien. Pour lui laisser du temps. Peut-être pourra-t-il passer. Déjà plusieurs ont réussi à gagner la Hollande. À l'appel, on remarque son absence. Une semaine plus tard, nous apprenons qu'il a été arrêté par les gendarmes de la prévôté, ces policiers militaires que nous méprisons. Il avait pris la direction de l'Allemagne. De cette façon, naturellement, il n'avait aucune chance,
et tout aussi naturellement, il s'y était pris d'une manière très peu intelligente. Tout le monde aurait dû voir que cette fuite n'était que de la nostalgie et un égarement passager. Mais que comprennent à cela les juges du Conseil de guerre, à 100 kilomètres derrière le front? Nous n'avons plus entendu parler de Detering. Parfois aussi, les puissances dangereuses que nous avons longtemps refoulées se font jour, comme la vapeur hors d'une chaudière surchauffée. Il faut parler maintenant de la mort de Berger. Il y a longtemps que nos tranchées sont intenables et notre front est devenu élastique, de sorte que, à proprement parler, nous ne faisons plus la guerre de position. Lorsque attaque et contre-attaque se sont succédés, il ne reste qu'une ligne, toute rompue, et un combat acharné, de trou d'obus à trou d'obus. La première ligne est éventrée, et partout se sont établis des groupes, dans un réseau d'entonnoirs où la lutte se poursuit. Nous sommes dans un trou d'obus. Latéralement sont des Anglais. Ils déroulent leurs flancs et nous prennent à revers. Nous sommes cernés. Il est difficile de se rendre. Le brouillard et la fumée pèsent au-dessus de nous. Personne ne reconnaîtrait que nous voulons capituler. Peut-être que nous ne le voulons pas non plus. Dans de pareils moments, on ne le sait pas soi-même. Nous entendons approcher les explosions des grenades. Notre mitrailleuse couvre de son feu le demi-cercle devant nous. L'eau du refroidisseur se transforme en vapeur. Nous nous hâtons de faire passer les boîtes à la ronde. Chacun pisse dedans. De la sorte, nous avons encore du liquide et nous pouvons continuer de tirer. Mais dans notre dos, cela crache de plus en plus près. Dans quelques minutes, nous serons perdus. Voici qu'une seconde mitrailleuse se démasque tout près. Elle est cachée dans l'entonnoir à côté de nous. C'est Berger qui est allé la chercher. Et maintenant, derrière nous, a lieu une contre-attaque. Nous sommes dégagés et nous reprenons contact avec les nôtres. Lorsqu'ensuite nous sommes assez bien abrités, l'un de ceux qui sont allés au vivre raconte qu'à quelques centaines de pas de là est couché un chien militaire blessé. « Où ?» demande Berger. L'autre le lui dit. Berger part. Il veut sauver le chien ou lui donner le coup de grâce. Il y a 6 mois encore, il ne se serait pas soucié de cela. Il aurait été plus raisonnable. Nous essayons de le retenir, mais comme il nous quitte gravement, nous ne pouvons que dire « il est fou » et le laisser faire. Car ces accès de délire du front deviennent dangereux lorsqu'on ne peut pas jeter l'homme tout de suite à terre et le maintenir. Et Berger a 1,85 m de haut. C'est l'homme le plus fort de la compagnie. Effectivement, il est fou, car il lui faudrait traverser le mur de feu. Mais c'est cet éclair qui quelque part nous guette tous, qui l'a frappé et a fait de lui un possédé. Il y en a d'autres qui se mettent à casser tout ou qui s'échappent. Il y en a même eu un qui essayait continuellement de creuser le sol avec les mains, les pieds et la bouche pour s'y enterrer. Bien entendu, ces choses-là donnent lieu à beaucoup de simulations, mais ces simulations sont déjà par elles-mêmes un indice suffisamment significatif. On ramène Berger avec un coup de feu dans le bassin, et en outre, l'un de ceux qui le soutiennent attrape une balle dans le mollet. Müller est mort. On lui a tiré à bout portant une fusée dans le ventre. Il a vécu encore une demi-heure avec toute sa lucidité et en souffrant le martyre. Avant de mourir, il m'a donné son portefeuille et m'a fait cadeau de ses bottes, celles qu'il avait héritées de Kemmerich. Je les porte, car elles me vont bien. Après moi, c'est Tjaden qui les aura. Je les lui ai promises. Nous avons pu enterrer Müller, mais sans doute qu'il ne restera pas longtemps en paix. Nos lignes sont ramenées en arrière. Il y a en face de nous trop de troupes fraîches anglaises et américaines. Il y a trop de corned beef et de farine blanche de froment et trop de nouveaux canons, trop d'avions. Quant à nous, nous sommes maigres et affamés. Notre nourriture est si mauvaise et faite de tant de succédanés que nous en devenons malades. Les industriels en Allemagne se sont enrichis, tandis que nous, la dysenterie nous brûle les intestins. Les feuillets sont toujours pleines de clients accroupis. On devrait montrer aux gens de l'arrière ces figures terreuses, jaunes, misérables et résignées, ces corps courbés en deux,
dont la colique épuise douloureusement le sang et qui, tout au plus, sont capables de se regarder en ricanant et de dire avec des lèvres crispées et frémissantes encore de douleur « Il est inutile de se reculotter ». Notre artillerie est à bout de moyens. Elle a trop peu de munitions et les tubes des canons sont si usés que leur tir n'est plus sûr et qu'ils envoient même leurs décharges sur nos propres soldats. Nous avons trop peu de chevaux. Nos troupes fraîches, ce sont des enfants anémiques qui ont besoin d'être ménagés, qui ne peuvent pas porter le sac, mais qui savent mourir par milliers. Ils ne comprennent rien à la guerre. Ils ne savent qu'aller de l'avant et se laisser canarder. Un seul aviateur s'est amusé à coucher sur le sol 2 compagnies de ses recrues avant qu'elles aient su comment s'abriter, au moment même où elles descendaient du train. L'Allemagne sera bientôt vidée, dit Katt. Nous n'espérons pas que cela puisse avoir une fin. Nos pensées ne vont pas si loin. On peut recevoir un coup de feu et être tué. On peut être blessé. Alors, l'hôpital est la prochaine station. Si l'on n'est pas amputé, tôt ou tard, on tombe entre les pattes d'un de ces médecins-majors qui, la croix de fer à la boutonnière, vous disent « Comment ? Pour cette jambe, un peu plus courte que l'autre ? Au front, vous n'avez pas besoin de courir si vous avez du courage. Cet homme est apte au service, rompez !» Katt raconte une des histoires qui ont fait le tour du front, depuis les Vosges jusqu'aux Flandres. L'histoire d'un médecin-major qui, lors d'une visite médicale, lit à haute voix des noms, et lorsque l'homme s'avance, dit sans le regarder « Bon pour le front, nous avons besoin de soldats là-bas ». Voici qu'un individu ayant une jambe de bois se présente. Le major répète « Bon pour le front ». Et alors, en racontant cela, Katt élève la voix. L'homme lui dit « J'ai déjà une jambe de bois, mais si maintenant je pars pour le front et qu'on me casse la tête d'un coup de feu, je me ferai fabriquer une tête de bois, et je deviendrai moi aussi médecin-major. » Nous sommes tous profondément satisfaits de cette réponse. Il peut y avoir de bons médecins, et en effet beaucoup le sont. Et cependant, parmi les 100 visites qu'il passe, chaque soldat tombe une fois ou l'autre entre les mains de ces nombreux fabricants de héros qui s'efforcent, sur leur liste, de transformer un aussi grand nombre que possible d'inaptes définitifs et d'inaptes provisoires en aptes au front. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Le plus souvent, elles sont encore bien plus amères. Cependant, elles n'ont rien de commun avec la mutinerie et l'indiscipline. Elles sont loyales et appellent les choses par leur nom. Car dans la vie militaire, il y a beaucoup de tromperie, d'injustice et de vilainie. N'est-ce pas énorme que malgré tout, régiment après régiment, accepte d'aller à cette lutte toujours plus désespérée et que les attaques succèdent aux attaques sur une ligne qui recule et s'émiette sans cesse? Les tanks, qui étaient autrefois un objet de raillerie, sont devenus une arme terrible. Ils se déroulent en longues lignes blindées et incarnent pour nous, plus qu'autre chose, l'horreur de la guerre. Ces canons qui déversent sur nous leur feu roulant, nous ne les voyons pas. Les lignes offensives des adversaires sont composées d'êtres humains comme nous. Mais ces tanks sont des machines, leurs chenilles sont infinies comme la guerre. Elles apportent la destruction lorsque, impassiblement, elles descendent vers les entonnoirs et en ressortent sans s'arrêter. Véritable flotte de cuirasses mugissantes et crachant la fumée, bêtes d'acier invulnérables, écrasant les morts et les blessés. Devant elles, nous nous faisons aussi petits que nous pouvons dans notre peau trop mince. En face de leur puissance colossale, nos bras sont des fétus et nos grenades des allumettes. Obus, vapeur de gaz et flottilles de tanks, choses qui vous écrasent, vous dévorent et vous tuent. Dysenterie, grippe, typhus, choses qui vous étouffent, vous brûlent et vous tuent. La tranchée, l'hôpital et le pourrissoir en commun, il n'y a pas d'autre possibilité. Bertink, notre commandant de compagnie, tombe lors d'une attaque. C'était un de ces magnifiques officiers du front qui sont en avant toutes les fois qu'il y a du danger. Depuis 2 ans, il était avec nous, sans avoir été blessé. Il était bien forcé qu'à la fin, quelque chose lui arrive. Nous sommes dans un trou d'obus,
entourés par l'ennemi. Les vapeurs de la poudre soufflent sur nous accompagnées d'une puanteur d'huile ou de pétrole. Nous découvrons 2 hommes armés d'un lance-flamme. L'un porte sur son dos le récipient et l'autre tient en main le tuyau par lequel jaillit le feu. S'ils s'approchent de nous assez pour nous atteindre, nous sommes cuits, car nous ne pouvons pas reculer dans la position où nous nous trouvons. Nous les prenons sous notre feu. Cependant, ils réussissent à se rapprocher et cela devient mauvais. Bertink est allongé avec nous dans l'entonnoir. Lorsqu'il remarque que nos coups ne portent pas, parce que, exposés comme nous le sommes à la violence du feu, nous nous préoccupons trop de nous abriter, il prend un fusil, rampe hors de l'entonnoir et vise, redressé sur ses coudes. Il tire. Au même instant, une balle claque sur lui. Il est touché. Néanmoins, il reste où il est et continue de viser. Un moment, il abaisse son fusil, puis il épaule de nouveau. Enfin, le coup part. Bertink laisse tomber son arme et dit « Bon », puis revient dans le trou d'obus. Le plus éloigné des 2 soldats qui portent le lance-flamme est blessé. Il tombe, le tuyau échappe à l'autre, le feu se répand de tous les côtés et l'homme brûle. Bertink a reçu une balle dans la poitrine. Un instant après, un éclat d'obus lui fracasse le menton. Le même éclat a encore la force d'emporter la hanche de l'air. L'air gémit et s'appuie sur ses bras. Il perd son sang rapidement. Personne ne peut le secourir. Au bout de quelques minutes, il se replie sur lui-même comme un boyau vide. À quoi lui a-t-il servi d'avoir été à l'école un si bon élève en mathématiques? Les mois se succèdent. Cet été de l'année 1918 est le plus pénible et le plus sanglant de tous. Les journées sont comme des anges vêtus d'or et d'azur, impassibles au-dessus du champ de la destruction. Chacun d'entre nous sait que nous perdrons la guerre. On n'en parle pas beaucoup. Nous reculons. Après cette grande offensive, nous ne pourrons plus attaquer. Nous n'avons plus ni soldats, ni munitions. Néanmoins, la lutte continue. On continue de mourir. Été 1918. Jamais la vie, dans sa misérable incarnation, ne nous a semblé aussi désirable que maintenant. Rouges coquelicots des prairies sur les brins d'herbe, chaudes soirées dans les chambres fraîches et à demi obscures, arbres noirs et mystérieux du crépuscule, étoiles et eaux courantes, rêves et longs sommeils. Ô vie, vie, vie! Été 1918. Jamais on n'a supporté en silence plus de douleur qu'au moment où l'on part pour les premières lignes. Les faux bruits, si excitants, d'armistice et de paix ont fait leur apparition. Ils troublent les cœurs et rendent les départs plus pénibles que jamais. Été 1918. Jamais la vie au front n'a été plus amère et plus atroce que dans les heures passées sous le feu, lorsque les blêmes visages sont couchés dans la boue et que les mains se convulsent en une seule protestation. « Non, 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 pas maintenant, puisque ça va être la fin. » Été 1918. Vent d'espérance qui caresse les champs dévastés par le feu, ardente fièvre de l'impatience et de la déception, frisson douloureux de la mort, question incompréhensible. Pourquoi n'en finit-on pas? Et pourquoi s'élèvent ces bruits annonçant la fin? Il y a tant d'aviateurs ici, et ils sont si sûrs d'eux-mêmes qu'ils font la chasse aux soldats isolés, comme si c'étaient des lièvres. Pour un avion allemand, il y en a au moins 5 Anglais et Américains. Pour un soldat allemand, las et affamé dans sa tranchée, il y en a 5 autres, vigoureux et frais, dans la tranchée opposée. Pour un pain de munitions allemand, il y a en face de nous 50 boîtes de conserve de viande. Nous ne sommes pas battus, car en tant que soldats, nous sommes plus forts et plus expérimentés. Nous sommes simplement écrasés et repoussés par l'énorme supériorité numérique. Nous avons eu quelques semaines de pluie, ciel gris, terre grise et en liquéfaction, mort grise. Lorsque nous partons en camion pour les premières lignes, déjà l'humidité pénètre nos capotes et nos vêtements,
et elle persiste tout le temps que nous restons dans les tranchées. Nous ne séchons pas. Celui qui a encore des bottes en enveloppe le haut avec des sacs à terre, pour que l'eau argileuse n'y entre pas si vite. Les fusils s'incrustent, les uniformes s'incrustent, tout est liquéfaction et désagrégation, tout est une masse de terre ruisselante, huileuse, avec des mares jaunes auxquelles des flaques de sang mettent des spirales rouges. Les morts, les blessés et les survivants s'y enfoncent lentement. La tempête fait rage sur nous. La grêle des éclats d'obus arrache en cette confusion grise et jaune les cris perçants, les cris d'enfants de ceux qui sont atteints, et pendant les nuits, la vie déchirée gémit en aboutissant péniblement au silence suprême. Nos mains sont de la terre, nos corps de l'argile, nos yeux des mares de pluie. Nous ne savons pas si nous sommes encore vivants. Puis la chaleur s'abat dans nos trous, humide et visqueuse comme une méduse, et par une de ces journées de fin d'été, en allant au vivre, Kat tombe à la renverse. Nous ne sommes que tous les deux, je pense sa plaie, le tibia paraît fracassé. En tout cas, le coup a porté sur l'os de la jambe, et Kat gémit désespérément. « Maintenant, juste maintenant !» Je le console. Qui sait combien de temps la tuerie durera encore? Toi, tu es sauvé. La blessure commence à saigner violemment. Impossible de laisser Kat seule pendant que j'essaierai d'aller chercher un brancard. En outre, je ne connais pas de station sanitaire dans le voisinage. Kat n'est pas très lourd. Je le prends sur mon dos et je me dirige vers le poste de secours. À 2 reprises, nous faisons halte. Le transport le fait souffrir beaucoup. Nous ne parlons guère. J'ai ouvert le col de mon uniforme et je respire fortement. Je sue et ma figure est gonflée par les efforts que je viens de faire. Malgré tout, j'insiste pour que nous reprenions notre marche, car le terrain est dangereux. Nous repartons, Kat? Il le faut bien, Paul. En avant donc. Je le relève. Il se tient sur sa jambe intacte et s'appuie contre un arbre. Alors, je prends avec précaution sa jambe blessée. Il se donne une secousse et je passe sous mon bras le genou de la jambe saine. Notre chemin devient plus difficile. De temps en temps, un obus siffle. Je vais aussi vite que possible. Le sang de Kat coule goutte à goutte sur le sol. Nous ne pouvons nous protéger que très mal contre les obus, car avant que nous soyons en mesure de nous abriter, ils sont depuis longtemps passés. Nous nous mettons dans un petit entonnoir pour attendre un peu. Je donne à Kat du thé de mon bidon. Nous fumons une cigarette. « Oui, Kat, dis-je tristement, il faut maintenant que nous nous séparions. » Il se tait et me regarde. « Tu te rappelles, Kat, l'oie que nous avons réquisitionnée? Tu te rappelles comment tu m'as sauvé de la boucherie lorsque j'étais un bleu et que j'ai été blessé pour la première fois? Alors, je pleurais encore? Kat, il y a presque 3 ans de cela. » Il fait signe que oui. La peur de rester seul surgit en moi. Lorsque Kat sera transportée ailleurs, je n'aurai plus ici aucun ami. Kat, il faudra de toute façon nous revoir, si vraiment la paix se fait avant que tu reviennes. Crois-tu qu'avec cette patte-là, je redeviendrai apte au front? Demande-t-il amèrement. Tu guériras avec du repos. L'articulation est en bon état. Peut-être que tout ira bien. Donne-moi une autre cigarette. Peut-être pourrons-nous plus tard entreprendre quelque chose ensemble, Kat. Je suis très triste. Il est impossible que Kat, mon amie Kat, aux épaules tombantes et à la moustache mince, Kat, que je connais mieux que n'importe qui, Kat, avec qui j'ai partagé ces années-là, il est impossible que je ne revoie plus Kat. Donne-moi ton adresse, en tout cas, Kat. Pour quand je serai rentré chez moi. Et voici la mienne. Je vais te la mettre par écrit. Je glisse le bout de papier dans sa poche, comme je me sens déjà abandonné, quoiqu'il soit encore assis près de moi. Dois-je me tirer vite une balle dans le pied pour pouvoir rester à côté de lui? Soudain, Kat fait entendre un gargouillement et devient vert et jaune. « Avançons » balbutie-t-il. Je bondis fiévreusement pour l'aider.
Je le prends sur mon dos et je me mets à courir, une course modérée au ralenti, pour que sa jambe ne soit pas trop secouée. Ma gorge est sèche. Je vois passer devant mes yeux des taches rouges et noires. Lorsque, les dents serrées et marchant toujours sans merci, en titubant presque, j'atteins enfin le poste de secours. Là, mes genoux fléchissent, mais j'ai encore assez de force pour tomber du côté où Kat a la jambe intacte. Au bout de quelques minutes, je me relève lentement. Mes jambes et mes mains tremblent. J'ai de la peine à trouver mon bidon pour boire une gorgée. Ce faisant, mes lèvres frémissent, mais je souris. Kat est en lieu sûr. Au bout d'un instant, je distingue le déluge confus de voix qui s'engouffre dans mes oreilles. « Tu aurais pu t'épargner cette peine ?» dit un infirmier. Je le regarde sans comprendre. Il montre Kat et ajoute « Tu vois bien qu'il est mort ?» Je ne saisis pas ces paroles. « Il a reçu un coup de feu dans la jambe » dis-je. L'infirmier, sans bouger. « Et aussi autre chose. » Je me retourne. Mes yeux sont toujours troubles. La sueur m'a repris. Elle coule le long de mes cils. Je l'essuie et je regarde Kat. Il est étendu immobile. « Évanoui » dis-je rapidement. L'infirmier sifflote. « Je m'y connais pourtant mieux que toi. Il est mort. Je parie tout ce que tu voudras. »« Impossible ! Il y a 10 minutes, j'ai encore parlé avec lui. Il est évanoui. » Les mains de Kat sont chaudes. Je le prends par les épaules pour le frotter avec du thé. Alors, je sens que mes doigts sont humides. Lorsque je les retire de derrière sa tête, ils sont ensanglantés. L'infirmier sifflote de nouveau entre ses dents. « Tu vois ?» Kat, sans que je m'en sois aperçu, a attrapé en chemin un éclat d'obus dans la tête. Ce n'est qu'un petit trou. Ça a dû être un minuscule éclat, un éclat égaré, mais ça a suffi. Kat est mort. Je me relève lentement. « Tu veux prendre son livret et ses affaires ?» me demande le gradé. Je fais signe que oui, et il me les donne. L'infirmier est étonné. « Vous n'êtes pourtant pas parents ?» « Non, nous ne sommes pas parents. Non, en aucune façon. » Vais-je pouvoir m'en aller? Ai-je encore des pieds? Je lève les yeux, je les promène autour de moi et je tourne avec eux en décrivant un cercle jusqu'à ce que je m'arrête. Tout est comme d'habitude, sauf que le réserviste Stanislas Kaczynski est mort. Ensuite, je ne sais plus rien.